Et madame. Tu dors? Ouais. Bon, hein. J'ai aimé beaucoup de chevaux. Ils m'ont fait rêver, ont nourri mon imaginaire, m'ont donné des ailes. L'un d'eux en particulier. Je lui dois tant. C'est le cheval de ma vie. Il ne m'appartient pas comme il n'appartient pas à ceux qui ont le plus compté pour lui. Son nom est Ourasi. Il fut le plus grand trotteur de tous les temps. Un phénomène, une énigme. Tout au long des étapes de sa carrière, j'ai plongé dans ses yeux pour percer son secret. En vain. J'ai sondé les ors et les bronzes de son regard. Lui contemplait la course des nuages qui, là-bas, silencieux et lointain, glissaient. Entouré par l'hystérie collective des hommes, ou seul dans son box, Ourasi restait ainsi, captivé par les cieux, étrange, singulier, inaccessible. Ce cheval n'a jamais rien fait comme les autres. Son charisme a fasciné des millions de personnes. Ses battues d'hippogriffes ont enrichi quelques hommes, en ont ruiné d'autres. Lui a-t-on demandé, ne serait-ce qu'une fois, quels étaient ses désirs, ses espérances? Je ne crois pas. Jusqu'au jour où, en sa retraite du haras de Gruchy, j'ai vu sa pupille frémir vers un homme, mon double. Moi qui, adolescent, avais fait le même métier, lad. Ce confident s'appelle Olivier Barbanchon. Fort et trapu comme Ourasi, il a lui aussi un caractère bien trempé, mais ensemble, ces deux-là ont des attentions de tourtereaux. Oui. Tu dors? Ouais. Ben, avec Ourasi, il n'y a aucun mot. Il n'y a que le regard qui compte, quoi. Lui, il me comprend. S'il me voit arriver dans la cour, il va se mettre à hennir. Et si je monte vers son box, il sait que je vais le sortir. Il sait que je vais lui donner à manger. C'est un cheval qui... Je sais pas, il a quelque chose en plus, quoi. Il fait comprendre qu'il y a une amitié entre nous, quoi. Ourasi a 22 ans aujourd'hui et cela fait 12 ans qu'il ne court plus. Olivier songe à ce que fut sa carrière. Il aurait tant aimé être son partenaire, vivre ses heures glorieuses. Cette nuit, le lad n'a pas trouvé le sommeil car l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer a invité cet été Ourasi à rejoindre son public. L'intuition d'un grand bonheur à venir l'étreint. Olivier imagine le comeback de ce glorieux coursier dont l'histoire fut un véritable conte de fées.
Ourasi naquit en Normandie le 7 avril 1980, au haras de Saint-Georges, chez Rachel Tessier et Raoul Osteimer. Ce vieil homme était sourd et presque muet. Il vivait et travaillait alors avec son ex-épouse, Rachel. Le couple était divorcé, mais s'estimait. Les trotteurs étaient toute leur existence. Ils les entraînaient sur leur médiocre piste et cette passion les ruinait peu à peu. Le manoir prenait l'eau, les dettes s'accumulaient et, comble de malchance, Ourasi était le seul poulain vivant de l'année. L'avenir paraissait aussi sombre que le pédigré maternel d'Ourasi était obscur. Rustique et roturière, sa mère, Fleurasi, avait des aplombs défectueux. Côté paternel, c'était mieux. Les arrière-grands-parents, Jamin et Gélinotte, avaient chacun remporté 2 prix d'Amérique au milieu du XXe siècle. Point commun entre Gélinotte et son arrière-petit-fils Ourasi, un caractère dominant et des allures conquérantes. Coquette, avec sa crinière nattée, cette aérienne madone du turf s'était éprise de son driver, seul homme à l'avoir comprise. Les chevaux ne supportant pas la solitude, Rachel et Raoul offrirent un compagnon de jeu à Ourasi, qui en fit son souffre-douleur. Quand vint l'heure de débourrer les 2 poulains, le couple d'éleveurs, comme à son habitude, se partagea l'éducation de leur maigre cheptel. Raoul, Ourasi, il ne l'aimait pas. Alors il ne voulait pas s'en occuper, c'était un gros bœuf. Il a toujours dit ça, toujours, c'est un gros bœuf. Alors le poulain qui était avec, qu'on avait loué, il préférait celui-là parce qu'il était plus petit, plus fin. Seulement il n'a jamais rien fait, il n'a jamais vu un champ de course. Et mon gros papouille, mon gros bœuf, lui c'était Ourasi. Donc j'avais des affinités envers lui. C'est comme ça, moi j'ai dit je préfère le gros. À l'automne de ses 2 ans, Ourasi débutait. Si c'est Rachel qui l'entraînait, c'est Raoul qui le drivait en course. Ses premiers pas publics furent modérés. « Ton cheval n'a pas de tempérament, disait le vieil homme. Il n'est pas bon. » Rachel lisait sur ses lèvres et lui répondait que c'était lui qui ne savait pas le mener. En fait, Raoul Osteimer, qui ne pouvait pas entendre les ordres du starter, se tenait toujours à l'écart, en dernière position, par crainte de gêner ses confrères. Le couple décida alors de confier les rênes à Jean-René Goujon, fin driver et l'un des rares dans les pelotons à défendre Raoul lorsque la concurrence l'accablait de tous les incidents de parcours. Ils étaient amis et leur confiance mutuelle alla crescendo. D'emblée, Goujon l'emporta avec Ourasi et Rachel engagea aussitôt son poulain dans l'important critérium des jeunes. Raoul, il faisait des engagements. J'ai dû me fâcher avec lui pour qu'il l'engage dans ce critérium des jeunes. Parce qu'il ne voulait pas. Il y avait une autre petite course quelconque qu'il trouvait plus facile. J'ai dit, écoute, moi je l'entraîne pour ce prix, pour ce critérium des jeunes, tu vas vraiment m'empêcher de le courir. Et il dit, mais il n'a aucune chance. J'ai dit, écoute, engage-le. Et avec Jean Goujon, tu vas voir, on va peut-être gagner. Il me dit, si on ne gagne pas, c'est pas grave. Mais engage-le. Il l'a engagé et il a gagné. Alors là, c'est vrai que quand on est revenu au haras, c'est vrai que Raoul a dit, oui, t'as peut-être raison, c'est peut-être quand même un bon cheval. Puis il en a pleuré. J'ai dit, hey, il a gagné. Ah bon? Oui, parce qu'il n'entendait pas, donc il ne pouvait pas entendre la radio. J'ai dit, il a gagné. Et puis c'est vrai, c'était l'émotion. À partir de ce succès, les offres d'achat se mirent à pleuvoir. Au grand désespoir de Raoul, Rachel les refusait toutes. Son bébé n'était pas à vendre. Elle l'entraîna encore 18 mois, mais après 6 victoires et 1,5 million de francs de gains, par crainte de ne plus être à la hauteur, elle envoyait son champion à l'entraînement chez Jean-René Goujon, l'un des rares à connaître ses manières de voyou. Allez, allez, allez.
Là, mon gros père, là. Viens, mon lapin. Viens. Allez, viens, mon lapin. Hop là. Ah, bah, on va pas commencer à... Alors. Allez. 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 Ah, quoi? Allez, pépère. Allez. Pas possible, ça. Allez. Ah. Eh, pépère. Et... Allez, on s'arrête pas, hein. Et là, allez. Tendu une pipe. Là, mon petit père, là. Là, mon petit père, là. Oh. Là, mon lapin, là. Oh, là. Oh, là, mon lapin, là. Il partait quelquefois très bien, et puis au bout de 100 mètres, hop, il s'alentissait de lui-même. Et puis, vous avez beau lui dire, pépère, il faut y aller un petit peu. Il disait non. Il continuait à son train, à lui. Et puis, au bout de 400-500 mètres, sans savoir pourquoi, il reprenait le mort, et là, il partait, je le laissais faire. C'est toujours lui qui a commandé plus que moi. Hein. Des deux, j'avais l'impression que c'était moi le cheval et lui dans le sulky. Allez. Allez, pépère. Ah non, pas possible, ça. Ah, voilà. Oh, pas vrai, hein. Vous pourrez tomber sur quelqu'un qui t'en fasse voir plus que moi, hein. Son tempérament dominant, Jean-René Goujon en avait la conviction, serait un atout pour les luttes à venir. Il choisit donc comme lad un jeune homme patient et diplomate, Philippe Renouf. La première fois que j'ai sorti la promenade, il s'est cabré, mais vraiment de tout ce qu'il pouvait. D'ailleurs, c'était un spécialiste. Donc la première fois, bon, je me suis dit à qui j'ai affaire là. Et, bon. Et puis je sais qu'il a cassé 2 toiles de sulky à la promenade. Après, la découverte a eu lieu tous les jours, au fil des mois. On s'est entendu plus ou moins bien au début. On a eu des rapports de force un peu. Mais enfin, c'était un cheval qui aimait bien tester son monde. Voilà. En 1986, Ourasi accumulait les succès. Il avait compris une chose des courses. Elles étaient un jeu où il devait se montrer le meilleur. Alors, canaille en diable, il jouait. Avec son driver d'abord, en lui faisant croire qu'il se désintéressait de la course. Puis avec ses adversaires qui pensaient s'être débarrassés de lui et qu'il venait toiser en une accélération désinvolte et dévastatrice. Pourquoi aurait-il gagné avec 100 mètres d'avance? Une encolure n'était-elle pas suffisante? Une première victoire dans le Prix d'Amérique 1986 ajoutait du panache à son style. Mais c'est le prix René Ballière, la même année, qui le fit entrer dans la légende. Au départ de cette épreuve, la concurrence ne savait plus trop quoi inventer pour piéger l'arrogant, reconnaissable à la peau de mouton qui ceinturait son poitrail et sa casaque bleue et jaune. Ourasi déjouait toujours tactiques, scénarios et autres traquenards élaborés. Pourtant, le guet-apens semblait cette fois fonctionner. Le peloton ligué l'avait coincé le long de la corde. Ourasi était dans la boîte et l'ultime ligne droite approchait. Ses adversaires attendirent que le poteau d'arrivée soit à portée de naseau pour se lancer à pleine vitesse. Ourasi, lui, rongeait son mort, quasi arrêté. À cet instant, dans les tribunes, pas un seul turfiste n'aurait parié sur ses chances. Furibond, révolté, Ourasi allait réussir l'impossible, du jamais vu.
Éternel second avec son beau coursier Montourbillon, Jean-Pierre Viel en aurait pleuré de rage. J'ai eu la chance d'être deuxième de lui très près. J'ai eu l'occasion même de lui faire peur plusieurs fois. Et je pense que j'aurais pu l'attraper une fois dans le Pré-René-Ballière. Ourasi était enfermé, il était dans une mauvaise situation. Et s'il n'a pas un collègue qui lui ouvre au dernier moment, je pense que ce jour-là, il était battu. Mais ce qui n'empêche que ce jour-là, il a eu le trou au dernier moment et il a su se ressaisir. Et c'est lui qui m'a pris une tête sur le poteau. Je crois que c'était la course la plus fantastique d'Ourasi. Vraiment, il a donné un coup de rein formidable. D'ailleurs, Jean-Pierre doit s'en rappeler. Jean Goujon, il prenait toujours les extérieurs avec, donc il était rarement coincé. Mais quand on avait la chance des fois de pouvoir le tenir, on essayait de ne pas le lâcher. Pour moi, c'était sa plus belle victoire. Parce qu'un cheval qui donne un coup de rein en si peu de temps, c'est vraiment un extraterrestre, c'est vraiment un cheval extraordinaire, hors du commun, quoi. Il est phénoménal, c'est tout, il n'y a que lui qui pouvait le faire. Après cet exploit, il se trouva de nombreux éleveurs pour faire des avances à Rachel et Raoul. N'étaient-ils pas prêts à leur vendre la moitié de leur crack? Rachel fut catégorique. Pas même un crin. Alors Rachel Tessier, c'est son fruit préféré, les pommes? Oui, ça a toujours été. Vous lui amenez directement de Normandie? Oui. C'est là qu'il est né? C'est là qu'il est né. Dans le bébé, lui. C'est un conte de fées merveilleux pour vous. Vous avez l'air de l'aimer à la folie, ce petit cheval. Oui, c'est mon grand amour. Aujourd'hui, Ourasi trottine dans les sous-bois du haras de Gruchy. Se souvient-il de cette année 1987? Il empilait les victoires, 22 consécutives, et sa renommée écroulait les frontières du monde hippique. Pour son deuxième prix d'Amérique, Jean-René Goujon voulait épater le grand public, venu vérifier si ce phénomène surnommé roi fainéant n'était pas qu'une rumeur. Il s'agissait de ne pas décevoir les parieurs du dimanche qui font la fortune du PMU. Ourasi l'extraterrestre avait mangé du lion et désirait torpiller le mâche-fer de Vincennes. Elles sont pleines à craquer, les tribunes de Vincennes aujourd'hui. Oui, pourtant l'hippodrome est très vaste, mais là vraiment on peut dire salle comble. Nous resaluons Ourasi et nous n'aurons pas fini de le faire, je le pense, je l'espère. Ourasi est absolument imbattable dans cette épreuve, mais enfin, comme le dit Jeannot, une course est une course. Et voici Ourasi le merveilleux, Ourasi l'unique. On se perd en superlatif, il porte le numéro 13. Espérons que cela lui portera chance. Et voici la surprise, l'énorme surprise. Ourasi, que Ourasi soit favori, bien sûr, qu'il soit drivé par Jean-René Goujon, nous le savions, mais 1 pour 10, c'est absolument extraordinaire. Il doit y avoir au PMU et sur l'hippodrome 92% des enjeux sur Ourasi, à tel point que l'on peut se demander si on va trouver de l'argent pour le payer. Ourasi était un placement sûr, une affaire. Un comble dans l'histoire des courses qui veut que ce soit l'incertitude qui en fasse tout le charme. Ils étaient si nombreux à le jouer gagnant, les yeux fermés, que le PMU pensa même à rembourser les paris. Mais par crainte d'une révolte ou d'une incompréhension des joueurs novices, on préféra garantir 1 franc de gain à ceux qui avaient misé 10 francs. Ourasi va littéralement au-dessus, André. Oui, Ourasi semble absolument dominer la situation. Le voici maintenant à la hauteur de Ligo. Ourasi va prendre la tête dans quelques instants. Voilà qui est fait. Ourasi court, s'envole, trotte merveilleusement vers la victoire. Ourasi est en tête très détaché. Ligo en seconde position. Noblatou vient pour l'attaque. Quoi qu'il en soit, Ourasi, pas question de le battre. C'est avec une énorme supériorité que Ourasi va mettre sur la place. Bah, j'ai éclaté. Éclaté de joie. Je sais pas s'il y a beaucoup de meubles pour résister dans la maison.
Non, mais je sais pas, on vivra avec le cheval, même si on n'est pas sur la piste. Je crois que c'est encore à la télé qu'on voit mieux, quoi, parce qu'il y a moins de gens et je sais pas, on a envie d'aller rentrer dans l'écran, quoi. Puis là, les filles citaient le cheval. Même pas la cravache sur le postérieur, et puis le cheval il s'envole. C'est comme un Concorde qui décolle, quoi. Puis les autres, on les voit plus, quoi. C'est lui et les autres. Je me suis posé la question, en entendant la ligne droite, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je gagne d'une demi-longueur ou est-ce que je fais plaisir au public en lançant mon cheval? Et bien, je me suis dit, il vaut quand même mieux que je fasse plaisir au public. J'ai laissé aller mon cheval dans son allure et en 200 mètres de ligne droite, j'ai pris 30 mètres à tout le monde. Mais même quand je l'entraînais, il partait dans le dernier tournant. Je pense qu'il savait que c'était l'arrivée et puis voilà. On voyait, quand il sortait du dernier tournant, il couchait les oreilles en arrière et puis là, plus personne ne pouvait l'attraper. C'était émouvant à voir, c'est vrai. À partir de ce moment-là, la mangeoire de l'Alezan brûlé devint un râtelier en or massif. Les éleveurs jadis éconduits revinrent à la charge et les discussions entre Rachel et Raoul allèrent grand train. J'ai dit, tant que je suis là, le cheval ne sera pas à vendre. Il n'est pas à vendre. Raoul, bon, il m'écoutait, il me dit, bon non, il n'y a pas de raison qu'on le vende, mais il y avait tellement de pression et puis des offres mirobolantes qu'après, ils l'ont eu tout de suite, de toute façon. Par un triste matin de novembre et par la radio, Rachel apprit que Ourasi avait été vendu pour moitié. Associés sous la forme d'un syndicat, les acheteurs avaient fait appel à un courtier en chevaux de sang, Frédéric Sauck, pour réaliser la transaction et gérer leurs intérêts. J'ai été déjeuner chez Jean-René Goujon avec Monsieur Ostheimer et en l'espace d'une journée, nous sommes tombés d'accord sur le prix du cheval qui était le prix record de syndication à l'époque et qui, à mon avis, est encore resté le prix de syndication record dans le monde. J'avais acheté la moitié d'Ourasi pour 12 millions de francs. Quand on syndique un cheval, on divise un cheval en nombre de parts. On avait divisé Ourasi en 40 parts, M. Ostheimer en gardait 20 et me donnait 20 parts à vendre et le prix de la part était 600 000 francs. Et je me rappelle, j'ai vendu 15 parts du cheval en moins de 2 heures de temps. J'en avais gardé quelques-unes pour moi. Il y avait une liste d'attente. Les gens étaient déchaînés. Moi, c'était le cheval du siècle à acheter. De ma vie professionnelle, jamais on a vendu un cheval aussi vite et jamais j'ai autant de personnes en attente qui voulaient absolument acheter une part. Je sais qu'il y a quelques parts qui se sont vendues plus cher en cours de route. Et tout le monde voulait acheter un bout d'Ourasi. Tout le monde. Atterrée, Rachel Tessier intenta une action en justice pour faire valoir ses droits de copropriétaire. Le procès allait s'éterniser. De son côté, Ourasi retrouvait la cendrée de Vincennes pour un très probable triplé dans le prix d'Amérique. C'était en janvier 1988. Paris Turc pour cet après-midi. Voilà, Gisèle, c'est magazine. Paris Turc. Ourasi déplaçait les foules car il ne faisait rien comme les autres. Impérial dans les forts, il était celui qui allait aux courses sans souci, quand d'autres se terraient au fond de leur box. Une chose l'insupportait, le regard des curieux à l'instant de l'attelé. Alors, il aurait bouffé la terre entière et malmenait son latte chéri, Philippe Renouf, chargé de canaliser ses colères. Ça va, Philippe? On peut passer devant, il n'y a personne pour te Mais une fois de retour sur la piste, à quelques secondes de batailler,
Ourasi retrouvait sa nonchalance coutumière. Ses adversaires, angoissés par la compétition imminente, se blanchissaient d'écume. Lui, reptilien, traînait les sabots, indolent et apathique. Préparez-vous pour le départ. À vos places. 1, 2, 3. Il préférait flâner à l'arrière des pelotons, hormis dans les prix d'Amérique où Goujon parvenait à le réveiller. Ourasi aimait tourner autour de ses rivaux, les asticoter à leur extérieur, faisant fi de ce surplus de terrain à couvrir. Il roulait des épaules, facile, hâbleur, ganache relax, offrant des frayeurs à son driver qui au bout des guides ne sentait nul mordant. Les coups d'œil d'Ourasi sur la concurrence étaient révélateurs de son esprit ludique, une façon à lui de les excéder, de leur dire, l'air de rien, insidieux, vous n'êtes pas à fond là quand même. Vexés, les adversaires d'Ourasi se sortaient les tripes. Alors, le roi fainéant couchait les oreilles et croquait son mort à pleine gorge. Conquistador, il empoignait le mâche-fer de la piste et le pulvérisait en de rageuses sabotées. Un jeu pour lui, qui rinçait le moral des vaincus et leur brûlait le cœur. La démonstration accomplie, il se détendait aussitôt, le poil sec, comme lors de ce 3e prix d'Amérique consécutif où il égalait le record de ses ancêtres. Dans le dernier tournant, on voyait qu'il voulait s'en aller, mais il a attendu, Jean Goujon a attendu la ligne droite, et là, il a lutté un petit peu avec un autre, mais je voyais dans ses oreilles que tu peux toujours lutter, je gagnerai. Et puis il a gagné, et ça, je le connais bien pour l'interpréter comme ça. Et alors vous, votre œil et vos oreilles, ils étaient où à ce moment-là? Il était avec lui, avec sa force pour vaincre, et puis on a vaincu tous ensemble. Ce jour-là, Rachel Tessier ignorait qu'elle ne verrait plus courir son champion. Certains des nouveaux copropriétaires lui reprochaient d'avoir porté l'affaire devant les tribunaux. Sa présence auprès de celui qu'elle avait façonné, le cheval de sa vie, devenait indésirable. Avec Ourasi, Goujon formait un vrai couple. Il était la voix du champion, témoignait de leur partenariat à la « Je t'aime, moi non plus ». Alors, qu'est-ce que vous pensez de cet Ourasi et de ce Goujon? Je trouve que c'est formidable. Et comme j'ai chanté dans ma chanson Les millionnaires du dimanche, là on est millionnaires de joie. Millionnaires de joie. Jamais Jean-René, pape de Vincennes, ne s'était senti aussi proche du public. Tous tendaient leurs bras vers le cocher du sublime, à défaut de pouvoir caresser Pégase. Jean-René, on prend rendez-vous pour l'année prochaine? Pour l'instant, ma Bible présent. Le grand défaut, c'était de croire qu'on pouvait le prendre. Parce que même Jean Goujon, de temps en temps, était en difficulté avec, et il donnait l'impression de ne pas pouvoir suivre. Et puis son cheval, dès qu'il arrivait dans la ligne droite, dès qu'il entendait le public, c'était un cheval qui était dominateur. D'un seul coup, il s'allongeait, et quand il s'allongeait, écoutez, il allait moitié plus vite que les autres. Comme d'habitude, jamais courageux, mais seulement au moment où il le faut. Et il n'a pas puisé dans ses limites pour gagner. Aujourd'hui, j'ai mis 2 petites claques quand même, pas méchantes, mais disons, faut pas s'endormir parce qu'on sait jamais. Si j'avais pas connu mon cheval, là, j'aurais pu me faire du mauvais sang, mais non. Je m'en faisais pas parce que je savais qu'à un moment donné, il allait prendre le mort et puis se mettre au boulot, quoi. Première dans l'histoire des journaux télévisés, c'est un cheval qui fait l'actualité de ce 31 janvier 1988. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. L'événement aujourd'hui, c'était le Grand Prix d'Amérique remporté facilement par le super crack Ourasi. Sa victoire n'a pas été une surprise car il a été joué à 2-10. Le résultat n'était qu'une péripétie. Allez. Depuis ce jour, Rachel Tessier n'a plus revu Ourasi. C'était il y a 15 ans. La justice avait tranché en faveur de Raoul Ostemer. Le vieil homme s'était remarié et fut considéré comme l'unique éleveur d'Ourasi, qui d'ailleurs portait sa casaque. Aujourd'hui, Rachel Tessier est à la retraite et s'occupe de quelques poulinières. Pour avoir entendu son lamento, je lui ai souvent proposé de la conduire auprès d'Ourasi. Par crainte de rouvrir ses blessures, elle a toujours refusé.
C'est vrai que si j'avais eu Ourasi, il serait sûrement par là. Enfin, il est heureux où il est. C'est le principal. Ouais. C'est tout ce que je lui souhaite. Après son triplé du Prix d'Amérique, Ourasi découvrit un changement dans le rythme de ses compétitions. Ainsi, il disputa 17 épreuves en 1988. Le fait d'appartenir à plusieurs propriétaires décuplait les appétits, même si Jean-René Goujon restait le seul patron de la carrière d'Ourasi. Aux États-Unis, Mac Lobel, jeune champion, numéro 1 dans sa catégorie, le défiait sur son terrain. Comme Cerdan en son temps, Ourasi accepta le duel avec panache. Raoul Ostemer vint saluer sa moitié de cheval avant de décoller. À l'image des humains coincés en classe économique, les chevaux ont toujours voyagé dans des stalles étriqués. Mais pour la première fois, un coursier imposait ses conditions de confort. Les Américains voulaient absolument Ourasi. Jean-René Goujon ne voulait absolument pas le mettre dans une stalle normale dans un avion, donc il a exigé le camion. Et les champs de course américains s'est plié sur le tarif du transport, les 400 000 francs, ils ont payé le transport. Je pense que demain matin, je peux proposer à n'importe quel hippodrome de transporter un cheval, ils accepteront plus ces conditions. Le cheval était devenu mythique, c'était vraiment le meilleur cheval du siècle dernier au trot. La rencontre Ourasi-Mac Lobel, dit Mac les gros bras, fut annoncée comme le match du siècle. Pour cette couronne mondiale, les deux adversaires étaient affûtés, comme des lames. Les conditions de course défavorisaient le Français, mais jamais je ne l'avais vu aussi motivé, aussi attentif, comme s'il avait su tous les espoirs dont il était le réceptacle. Le propriétaire du champion Yankee avait prévenu Goujon. « Mon cheval est un tueur, il rince ses adversaires dès les premiers mètres de course. Et met KO au deuxième round ceux qui ont tenté de le suivre. Vous allez mordre la poussière. » Ourasi avait contre lui d'avoir tiré le numéro 7 à l'extérieur. Il perdit une vingtaine de mètres au départ, mais courageux en diable, il partit à l'assaut de Mac Lobel. Il se colla à ses flancs et ne le lâcha plus, répondant coup pour coup dans un mano à mano héroïque, sabot au plancher sans jamais reprendre son souffle. Son rival, en son jardin, noir comme la nuit, avait l'avantage de la corde, le public avec lui et une parfaite connaissance de la piste. Ourasi dans le dernier tournant. Ourasi, Mac Lobel, alors que Napoli est abonné le long de la corde. C'est fantastique. Je vous donnerai maintenant le temps du troisième quart. Mac Lobel, Ourasi avec Gogetlos tout à l'extérieur. Fantastique course. Ourasi attaque Mac Lobel. Ourasi attaque Mac Lobel. Une 11-9 pour le troisième quart. Nous sommes dans la dernière ligne droite. Mac Lobel, Ourasi, Mac Lobel à 300 mètres de l'arrivée. Ourasi prend l'avantage. Mac Lobel est toujours là. Ourasi, Mac Lobel. Fantastique. Ourasi prend l'avantage. Ourasi prend l'avantage. Alors Sugar Khan Hanover qui vient le battre. Sugar Khan Hanover bat Ourasi. Sugar Khan Hanover a gagné. Ourasi fit plier l'agresseur, mais jusqu'alors dissimulé à sa croupe, un troisième larron surgissait de l'abri flamboyant pour tirer les marrons du feu et ternir le duel sanglant. Un instant sans voix, le clan des Français se ressaisissait pour crier qu'Ourasi était bel et bien le champion du monde, puisqu'il avait vaincu ce pouce au crime de Mac Lobel. À peine revenu des États-Unis, Ourasi dut préparer son 4e prix d'Amérique sans prendre le temps de goûter aux douceurs d'un prix. Il était l'objet de toutes les attentions et de tous les soins, une vraie star. J'entrevois la course sous les bons auspices. Maintenant, c'est pas à vous que j'apprendrai qu'une course est toujours une course. Enfin, je peux pas dire que mon cheval aujourd'hui ne me donne pas satisfaction. On a pulvérisé les enjeux. Nous en sommes actuellement à 212 500 000 francs uniquement en ce qui concerne les enjeux du PMU. Numéro 18, Ourasi.
Et vous entendez la foule qui crie. Numéro 18, Ourasi, est-il besoin de vous le présenter? Il a couru 77 fois, triomphé 53 fois et bien sûr vient de remporter les 3 derniers prix d'Amérique. Une nouvelle victoire constituerait un exploit jamais réalisé. La pression montait. Encore quelques minutes d'attente, Ourasi allait épingler sa 4e victoire dans le prix d'Amérique. Mais ce jour-là... À chaque défilé en temps normal, chaque défilé d'avant-course, généralement c'est lui qui m'emmenait. Il marchait tellement bien, était tellement décontracté. Et ce jour-là, c'est moi qui l'emmenais. C'est moi qui tirais quasiment dessus. Alors on était un petit peu sceptiques, aussi bien Monsieur Jean que moi-même. Non, on n'était pas trop rassurés. Il n'avait pas pissé avant la course, ça on le savait. On a attendu au dernier moment de sortir pour l'atteler. Mais vraiment le dernier moment, et puis à un moment donné, il faut y aller. Et les chevaux maintenant sont sous les ordres, ils font la volte pour ce prix d'Amérique historique. C'est le départ, c'est parti! Je suis parti normalement. En descendant, j'allais comme d'habitude. Je me faisais pas de soucis à ce moment-là encore. Et quand je suis arrivé au-dessus du petit bois, à l'intersection des pistes, j'ai voulu un petit peu, pas de réaction. Alors là, j'ai compris qu'il y avait un problème. Ourasi est à l'extérieur, vous le reconnaissez à ça, fausse bricole blanche en peau de mouton. Pour l'instant, c'est Poroto qui prend le meilleur sur Ourasi. Ils sont assis dans le dernier tournant, Dominique, que voyez-vous? Il me semble que d'après les mouvements de main, Jean-René Goujon contrôle la course en fait, alors que Kelagédé est en tête avec Poroto. Mais tout va très bien toujours pour Ourasi, qui va être commandé maintenant par Jean-René Goujon, alors qu'à la corde vient Potin d'Amour devant Quiton du Corral avec Napoletano qui attend son heure et qui va sprinter, je pense. Allez, Ourasi, c'est presque fait maintenant. C'est extraordinaire sous les clameurs de la foule. Ourasi a du mal quand même, il va devoir lutter avec Poroto, avec Kelagédé. Allez, Ourasi maintenant, pas le meilleur, Kelagédé encore le meilleur aux abords du peloton. Ça va être très très dur. Oh là là, je crois qu'Ourasi est battu. Il est battu même par Potin d'Amour. Oh, c'est affreux, c'est horrible. Ourasi est battu. Il n'est que 3e, je crois. Il n'est que 3e. Nous n'aurons pas vu cette 4e victoire consécutive. Ah, je ne sais plus que dire. Je suis excessivement, extrêmement déçu. Comme la plupart des spectateurs ici, c'est Kelagédé, le numéro 9, qui a gagné. Il n'a pas été battu sur sa qualité, il a été battu sur un problème urinaire. Après l'arrivée, je n'avais plus personne autour de moi. C'est un cheval qui était condamné à gagner. Il a toujours été condamné à gagner. Il fallait que tout le monde veuille le voir pour gagner. Et ne venait pas voir pour la seconde place. Pour eux, c'était inconcevable. Le cheval battu. Allez, les cartes là. 5 points, les cartes postales là. Non, le cheval n'était pas bien. Moi, j'avais un pressentiment que ça allait pas aller, la course. Le cheval n'était pas bien. 15 jours ou 3 semaines avant, ils n'auraient pas dû courir la course. Et puis le cheval a dit non, et puis bon, ça a fait beaucoup de mal à beaucoup de gens, quoi. Et... Non, c'est une course qu'on devrait effacer, quoi. Pour Olivier, cette défaite toute relative d'Ourasi reste inadmissible. Il était le plus fort, l'avait prouvé en de multiples occasions, mais lui, le héros à la robe solaire, n'était donc pas invincible. Pour ses admirateurs, ce faux pas était impensable. Et comme lors de son échec aux USA, ils voulurent effacer le nom de ceux qui l'avaient devancé, comme on essuie une larme sur la joue d'un enfant, une tache sur un linge blanc. Oublier le nom des tombeurs jusqu'alors maintenus dans l'ombre, ces voleurs de lumière. Et puisque l'histoire n'oublie rien, que les palmarès combattent l'amnésie, les aficionados de l'idole évoquèrent l'une de ses pirouettes d'artiste. Son indifférence, une négligence, pour excuser ses rarissimes revers. Je fus de cela, et quand je le vois trotter aujourd'hui avec Olivier, je ne peux m'empêcher de penser à ce que m'avait dit Philippe Renouf à l'époque.
Ourasi n'aime pas la foule et les cris. Ce qu'il adore, c'est se promener. Faire un brin de chemin cadencé aux mains d'un ami. Voilà donc son bonheur. Avec les nuages pour témoins. Les beaux nuages qui jamais ne se laissent rattraper. La défaite de 1989 eut des effets sismiques, car quelques jours plus tard, Jean-René Goujon était victime d'un infarctus. Un an après, il devait céder le sulky à son frère, Minou, pour le prix d'Amérique 90, l'ultime. Après mon accident cardiaque, Raoul Ostemer ne voulait plus que le cheval court. Et certains porteurs de part aussi. Moi, j'ai dit, écoutez, le cheval, mon cheval, il est tout neuf. Je suis sûr qu'il peut faire encore une année sans problème. Le combat, c'était de refaire voir aux gens que c'était pas fini. C'était là certainement le plus dur. On était deux à y croire, deux seulement, ça suffit. Durant cette année de repli, les frères Goujon et Philippe Renouf avaient fait corps auprès de leur champion, dans l'intimité de son box. Journalistes et connaisseurs se montraient sceptiques, mais à quelques heures de l'événement, la foule des grands jours était suspendue à la vessie du Sublime, dont c'était là la dernière épreuve. Et il était à deux doigts de ne pas courir le prix d'Amérique. C'était exactement le même cheval qu'en 89. Les mêmes symptômes, et M. Jean m'avait dit, t'inquiète pas, il va rester engagé, le prix d'Amérique, il sera engagé, et il ne courra le prix d'Amérique que s'il a uriné. Et donc, ce jour-là, il avait uriné, tout le champ de course était au courant. Ourasi qui a perdu le prix de Belgique et même le prix d'Amérique l'année dernière sur un blocage urinaire, eh bien je peux vous donner une très très bonne nouvelle. Ourasi a uriné par 2 fois aux écuries avant de se rendre sur la piste. Voilà donc ce merveilleux champion qui va tenter le coup de 4 dans le prix de l'Amérique qu'il a pu réussir l'année dernière à 100% de ses possibilités. Et pour l'instant, les concurrents de ce 70e prix d'Amérique commencent déjà à se regrouper, donc dans l'aire de départ. Ils vont prendre place derrière les élastiques. Les 18 concurrents sont bien tous là, il n'en manque aucun l'appel. Je cherche bien sûr Ourasi qui va sans doute s'élancer tout à l'extérieur. Attention à ce départ du 70e prix d'Amérique. Voilà, c'est parti maintenant avec Poroto et Ourasi qui partent ensemble complètement à l'extérieur du peloton. Son patron amoindri, cela faisait 12 mois que Philippe Renouf ne dormait plus, veillant jour et nuit sur son compagnon, le défendant bec et ongles. Épuisé nerveusement et physiquement, il était au bout du rouleau. Mais il en allait de l'honneur de celui à qui il avait consacré 6 ans de sa vie et qu'il avait toujours regardé avec des yeux ronds, tant il lui semblait être un extraterrestre, le plus fabuleux trotteur de l'univers. Superstitieux, il vivait l'ultime baroute de son grognard à la place qu'il s'était depuis toujours allouée, près du poteau d'arrivée. Un vrai cauchemar, une souffrance. Très bien. Ah, c'est meilleur, putain. Ah, c'est le plus beau. Bravo, Philippe. Très bien. C'est meilleur, putain. Et quelle facilité. Ces enfoirés, ils me l'ont enterré avant l'heure, ces enculés là, mon ami. Bravo mon pépère, bravo mon petit fiston, bravo mon Ourasi. Je suis tellement heureux qu'il ait gagné. Minou, c'est fantastique. Qu'est-ce que vous me dites tout de suite? Bah, je vous dis oui, c'est fantastique. Minou, ça fait le 3e? Oui, pour moi, c'est mon 3e prix d'Amérique. Je suis content. Bon, le 4e pour Ourasi, mais je suis surtout content pour mon frère d'avoir réussi à gagner cette course. Une fois que je me suis trouvé en tête, j'ai démarré qu'en entraîne droite et il l'a vraiment bien fait. Hein.
Ah, j'ai appuyé jusqu'au bout parce que j'ai dit... Il fallait pas le louper, quoi. Je vais quand même donner la parole à un des hommes qui a fait Ourasi, Philippe Renouf, son lad, le compagnon de tous les jours. Philippe. Ah bah, je sais pas quoi dire parce que c'était tellement attendu. On a beaucoup travaillé avec M. Jean, M. Michel et tout. Il y a beaucoup qui nous ont enterrés, mais enfin, c'est quand même les meilleurs, et je crois, de loin. Eh bien, et il a ressuscité, Ourasi, il a ressuscité aujourd'hui. Bravo, Ourasi. Poussez-vous, bordel. Je l'ai vu se jeter au col de son phénix, lui déposer ses sanglots. Puis avec les bras, les baisers et les palpitations de son cœur, lui dresser un bouclier d'amour, rempart aux ricaneurs de la veille. La foule en lisière ne pouvait plus les atteindre, tout enlacés qu'ils étaient au summum de leur engagement et de leur émotion. Aujourd'hui, un grand jour, un des plus beaux jours de votre carrière à coup sûr. Sûrement, oui. Et... Parce que aujourd'hui, mon cheval a prouvé. C'est l'émotion, c'est normal. Oui. C'est normal. Minou, oui. Vous n'avez jamais eu d'émotion dans cette course? Non, j'ai eu un très bon départ et après ça s'est très bien passé. Et en haut de la côte, j'étais vraiment confiant hein, parce que je sentais mon cheval avec du gaz. Et j'y ai vraiment cru. À l'entrée ligne droite, bon, j'ai démarré et puis bon, j'ai gagné relativement facile. Ça m'a touché beaucoup. J'ai vu des pancartes où c'était marqué Ourasi, fait le pot Jean. Pour Jean René. Ah, j'aime mieux vous dire que là, moi qui n'étais pas dans mes motifs, ça m'a fichu un petit coup au cœur quand même. Des choses, ça. Là, c'est des choses qui m'ont marqué, ça. Sa carrière de course était terminée. Ourasi avait remporté 58 victoires, établi nombre de records et amassé près de 22 millions de francs pour ses propriétaires. Il avait été question de le laisser décompresser avant d'être transféré au haras de Jean-René Goujon pour une retraite bien méritée. Or, les jolies promesses furent oubliées. 3 jours après son exploit, Philippe Renouf l'accompagnait dans sa nouvelle demeure, prison dorée, sans pommier ni verdure, où l'attendaient 130 fiancées impatientes. Son fidèle lad allait rester une semaine à ses côtés avant de le quitter. Quand il revint 1 mois plus tard pour le saluer, il ne reconnaissait plus son soleil. Le fait de l'arrêter comme ça du jour au lendemain, ça il n'a pas supporté, il déprimait, il mangeait plus du tout, mais il était devenu vraiment affreux. Alors que l'entourage du haras, il faisait tout pour lui, il ne savait pas quoi faire. Des pommes, lui qui était... il mangeait même plus les pommes, enfin bref. Il se laissait mourir quasiment. 6 mois après, ses propriétaires décidèrent alors de le changer d'environnement et l'envoyèrent au haras de Gruchy, lieu bucolique plus favorable aux joies de la bagatelle. C'est ici qu'il fit la connaissance d'Olivier, successeur de Philippe. Il était méchant. Il a été très difficile pour nous. On a mis 2 ans, 2 ans et demi à le comprendre. Ça a été de l'angoisse. Puis le cheval, il s'est habitué à nous, donc ça nous a donné un peu plus de courage à s'occuper de mieux que lui. Et puis il a compris, et puis on est devenus amis, quoi. Avec lui, j'ai plus d'intimité avec le geste. J'y parle beaucoup, mais il a beaucoup de caresses. Il aime bien se dorloter contre moi. Il aime bien se mettre les naseaux sur mon épaule, des trucs comme ça. Mais c'est un contact. C'est comme avec un humain, c'est comme avec quelqu'un que vous aimez, c'est comme une femme, c'est pas rien. Mais c'est même plus intense qu'une femme, quoi.
Ces deux-là parlent cheval. Langage sobre, minimal, spirituel, à mi-chemin entre la langue des signes et une forme d'espéranto animal. Qui des deux est l'ange de l'autre? Qui inspire? Étrange miroir. Instant velouté, pas de deux baignés d'une lueur d'Orient, où le paille et le miel se fondent, où le bonheur se lie, raconte les trésors de générosité. À la saillie, Ourasi n'avait pas la libido nonchalante. Il honorait son épais carnet de balles avec ardeur. Mais de poulains, point. Ou si peu, 8 la première année. C'était comme s'il avait senti l'exploitation dont il était le rouage. L'un de ses anciens vétérinaires, l'ostéopathe Dominique Gignot, avance une hypothèse singulière pour expliquer le médiocre rendement de l'étalon. Il n'a pas compris qu'il était devenu une grande personne. Alors quand on lui a proposé ça, il a dit non, je comprends pas. Et il a cherché une piste pour aller trotter. Et je pense que le côté moral a beaucoup joué. L'arrêt brutal de la compétition et ce tempérament de gamin qu'il avait, parce qu'il faut vraiment être un gamin pour avoir envie de battre tous les autres comme ça, il l'a toujours gardé. Donc en fait, plus que stérile, moi je dirais qu'il ne sait pas qu'il est adulte. Quand on a découvert que le cheval ne pouvait pas remplir ses juments, on a fait venir des spécialistes des États-Unis, de France, d'Allemagne. Personne n'avait le même point de vue, mais le résultat est que le cheval n'a jamais fait de produit, donc ça n'a pas changé grand-chose. Ça restera encore une énigme. Ourasi aurait-il réussi comme étalon? Personne ne le sait aujourd'hui. Ourasi encanaillait les poulinières de renom sans les remplir. Adieu veaux, vaches et les 9 millions espérés chaque année, fruit de ses corps à corps amoureux. Pour le syndicat, le pied de nez d'Ourasi fut une véritable catastrophe financière. Pour réussir là où les spécialistes de la génétique avaient échoué, on expérimenta des recettes de grand-mère. Parmi elles, des saillies les nuits de pleine lune furent tentées. Frayeur des hommes et des cavales, Ourasi s'y comportait comme un fauve, à la hussarde. Auprès de lui, Olivier et Pierre Lamy, l'étalonnier, l'homme responsable des saillies, mouillèrent leurs chemises et s'échinèrent à lui redonner confiance, morale et appétit. On a tout fait pour lui, parce qu'on a fait des saillies à 3 h du matin et tout ça, pour la fécondation des juments et tout ça. On en a rempli à 3 h du matin. On a rempli. Mais c'était vraiment un stress tous les jours. Il fallait amener les juments tous les jours chez le véto. L'après-midi, il fallait y retourner et on recommençait pendant une saison. C'était vraiment affolant. Oh oui, Je crois qu'on était fous. On a passé beaucoup de temps. On a fait quand même... Évidemment, on voulait arriver, c'était pour lui, quoi. Hein, on voulait arriver à avoir un certain nombre de juments pleines pour lui donner une chance en tant qu'étalon, quoi. Hein. Mais c'était vraiment un stress pour la jument, parce que quand il montait dessus, il arrachait la crinière, il arrachait tout. C'était un fou. On a été obligé d'y mettre un tapis sur l'encolure pour pas qu'il arrache. Surtout les oreilles. Hein. Il voulait toujours essayer d'attraper les oreilles des juments. Et ça, alors là... On faisait toujours attention à ça. Hein. Les petites juments, ils plaisaient bien. Oui, les petites juments, il essayait de... Oui, celle qui avait l'encolure un peu courte, il essayait de la rattraper les oreilles. Son harem était vaste, ses prétendantes nombreuses. Mais ses sauvages saisons de monte ne produisirent que 38 descendants en 10 ans. Il y eut une exception avec une jolie baie brune et namourée. Ourasi l'aimait-il plus que les autres? En 3 étreintes, il lui donna 3 poulains. Ah mon bonhomme, allez, c'est fini. La date des retrouvailles avec le public du champ de course de Cagnes-sur-Mer approche. Dis donc. Olivier ne risque pas d'oublier ce rendez-vous.
Cela fait des semaines qu'il peaufine la préparation de son champion. Il le désire au top de sa forme, comme à ses plus beaux jours, ces heures de gloire qui l'ont tant fait rêver. Dernière touche avant le départ, de nouvelles chaussures pour Ourasi. Oh, Pouic, bouge pas mon bonhomme. Son maréchal Ferrand n'est pas un homme rancunier. Pourtant, 12 ans auparavant, Ourasi, qui a toujours entretenu de curieux rapports avec les représentants de cette noble profession, l'avait remercié de bien saignante façon. Je regardais Ourasi marcher, il rentrait de l'herbage. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? Je ne sais pas. Il m'a vu et il m'a sauté dessus. Il a fait un bond de 4 mètres, là, puis il a coincé le long du mur. Il s'est jeté sur moi. Puis c'est l'oreille qui a pris. Il m'a déchiqueté un petit peu l'oreille. 24 points à l'oreille que j'ai eu. 1h30 sur le billard. Puis voilà. Enfin bon, c'est des petits trucs, ça. C'est sur le goût, quoi. Puis après, bon, c'est pensé. Depuis le temps, après, on le fait tout le temps. Maintenant, il bouge plus. Il est pas... Enfin, faut s'en méfier quand même. On va avoir toujours un petit peu l'œil prêt. Puissante et d'une souplesse diabolique, son encolure a entaillé la chair des hommes. Ils sont nombreux à porter les cicatrices du croqueur de pommes. Mais ses admirateurs lui ont toujours pardonné ses excès. Maintenant, oui, il y a des lettres qui arrivent, des coups de téléphone. Ils veulent savoir comment évolue le cheval, s'il est toujours en bonne condition, tout ça. Et puis, bon, ils marquent souvent leur numéro de téléphone, ça permet de les rappeler parce que c'est pas évident d'écrire à tout le monde, quoi. Oui, il y a pas mal de personnes maintenant. Mais c'est souvent les mêmes. Là, c'est plutôt des femmes. Allez savoir pourquoi. Je sais pas. Alors ça c'est bon. Oh, ça c'est bon. Doucement. Là. Oh, c'est délicieux ça. Ça fait du bien ça. Non, c'est là. Quand il courait, ses supporters étaient des hommes. Où sont-ils? On ne les voit plus faire le pèlerinage au haras de Gruchy. Ce sont principalement des femmes qui se pressent devant son box, à l'image d'Armelle Ferrand, irréductible amoureuse. C'est un cheval, il ne peut voir que certaines personnes, et puis d'autres, il ne peut pas les sentir, quoi. Il y a des fans, il va tout de suite les adorer, comme d'autres, il va les jeter. Comme on a vu le cas avec une dame que, soi-disant, par les effets magnétiques et tout ça, qu'elle allait pouvoir rendre sa fertilité au Ourasi, quoi. Et puis elle a voulu rentrer dans le pré avec Ourasi, et puis le cheval, il s'est projeté dessus, puis il l'a pris à l'épaule, et puis il a dit de façon, comme s'il disait, dégage, t'as pas à faire sur mon territoire. C'est très très bon. C'est comme si Ourasi flairait la profondeur des sentiments de ceux qui l'approchent. L'amour qu'on lui porte, il le détecte en un coup d'œil. Petite crotte, ça c'est bien, les petites crottes. C'est peut-être ce sixième sens qui lui permettait de si bien comprendre ce que lui disait Raoul Ostemer, décédé depuis 2 ans et qui lui apportait régulièrement les pommes de son jardin. Je pense qu'il me reconnaît. Bon, évidemment, malheureusement, il n'a pas la même admiration pour moi que j'ai pour lui. Mais qu'il me reconnaisse, presque certain. Vous savez, on dit bien une mémoire de cheval, donc depuis le temps, il reconnaît à l'odeur, il reconnaît à la voix, aux petites mimiques que l'on a, j'espère que lui et moi. Il y a d'autres visites, mais je veux dire, il y a des petites choses. Quand on aime, on est un peu jaloux. Hein, alors donc, c'est l'amour de ma vie, on va dire. Alors j'ai à la fois une affection admirative et puis en même temps j'ai envie de le protéger. J'aimerais qu'il soit dans une cloche, quoi, que rien ne lui arrive. Armelle ira jusqu'à Cagnes-sur-Mer surveiller ses éventuelles rivales.
Dès l'aube, Ourasi et Olivier foulent l'hippodrome méditerranéen. Un pur moment de bonheur qu'ils partagent avec Denis, l'ami de tous les instants, lui aussi là au haras de Gruchy. Ils sont à quelques heures du défilé et les staccatos cardiaques d'Olivier augmentent. Viens là. Ah, c'est gentil. Tu as gagné. 15 000 personnes sont venues voir le roi fainéant de retour sur l'hippodrome de la Côte d'Azur. Vive le roi Ourasi. Vive le roi Ourasi. Merci Ourasi. Olivier ne s'attendait pas à une telle ferveur. Ému par cet enthousiasme, il présente son ami aux caresses des admirateurs. À ma grande surprise, Ourasi révèle une patience d'ange. C'est génial, hein. On va arriver par chialer avec ça. Merci à tous et puis à tout à l'heure et à ce soir pour un grand événement. Je demande d'applaudir très fort Monsieur Barmanchon, qui est le lad d'Ourasi. Mais il faut vraiment encourager ceux qui s'en occupent. Et ils s'en occupent vraiment avec le cœur, avec la passion. Merci beaucoup Monsieur Barmanchon. Et merci de la petite surprise que vous nous concoctez pour... Et la foule restera jusque tard dans la nuit, uniquement pour Ourasi. Impression surréaliste où tous veulent approcher le cheval de légende, sage comme une image, véritable icône qui, tel un messie en robe de velours, encerclé, enlacé et malaxé d'amour. Figé sous les flots débordants d'émotions, son corps s'offre et palpite. Olivier ne rêve pas, il est bien l'ultime driver du roi, comme s'il s'agissait d'un prix d'Amérique, son prix d'Amérique, à lui. Le plus grand trotteur de tous les temps. Il fait le plaisir d'être là. Il est là. Regardez comment il est fier. Regardez-le, mesdames et messieurs, il est somptueux. Il a 22 ans. C'est exceptionnel ce que vous voyez, mesdames et messieurs. C'est exceptionnel. Ça fait très longtemps qu'il n'était pas devant un public aussi nombreux. Regardez comme il est fier. Le roi fainéant. À fond. C'est des journées inoubliables. Comme quand vous gagnez une course, c'est pareil. Moi, ça m'a procuré, je sais pas, ça me fait des frissons partout. Puis il faut voir le public, comment il n'a pas encore oublié un cheval comme lui. Hein. Parce que ça fait longtemps qu'il est venu là. Hein. Les lads savent qu'ils risquent de passer leur existence dans l'ombre, inclinés sur l'animal, à le penser, le lustrer, l'aimer, dans le silence paillé des écuries. Pourtant, tous espèrent en secret qu'un jour, un cheval les projettera dans la lumière. Seul, il n'en aurait peut-être pas la force. Mais avec lui, ce compagnon, tout est possible, et plus encore. À mes yeux, c'est l'amour d'Olivier qui a changé Ourasi, cet ours mal léché, en agneau de bonté. Après 15 ans de séparation, Rachel Tessier répond à ma requête et à l'invitation d'Olivier qui bientôt quittera le haras de Gruchy. C'est pour elle la dernière occasion de revoir Ourasi. Et l'instant si longtemps redouté et repoussé est pour maintenant. Allez, viens. Viens-tu? Ourasi! Oh! Vas-y, on va chacun de notre côté, on va voir à qui il vient. Enfin, comme ça, on va voir auquel il va venir. S'il vient à moi, c'est qu'il m'a reconnu. Vas-y, mon boubouille.
T'as vieilli toi aussi, t'es comme moi. Non, on n'a pas vieilli. Boubouille, oh je trouve. Ma boubouille. Ma boubouille. Ma boubouille. Non, c'est raté. Ma boubouille. Non, il dit pas bonjour. Non, il m'a pas reconnu. Papouille. Ouais, puis il regarde de l'autre côté, hein, il a pas l'air de dire « Mais moi, papouille, hein, maman babouille, hein, tiens, t'avais une grosse bosse. » Où il est arrivé comme ça. T'avais une grosse bosse, hein, t'avais une grosse bosse, et tout, hein, dis, tu te rappelles de moi, mamouille? On est au faucon, ça. Papouille, mon papouille, hein, papouille. Me connais-tu? Me connais-tu? Oh, me connais-tu? Tu me reconnais? Oh, lui, regarde-moi. Tu te souviens quand t'étais petit? Oh. Je connais pas mon babouille. Oh. C'était beau, non? Oui, mais quand il est venu la tête par terre, je dis bon, bah, mais non, oui, c'est gentil. Il y en a d'autres. Chut. Ma fille de Vigon, maman. Alors, qui est content? Oui. Je ne vous connais pas. Oh, c'est Tu sûr. ne me connais pas. Oh. Quand il est pas content, il s'en va dans le fond du champ. Oui, mais parce que vous êtes là. Ah, mais je peux m'en aller, il va rester là. Vous êtes sûr? Oh, bah, certain. Hein? Dis, pour moi? Pour moi? Dis, vas-y, de moi? Cette façon de poser son visage sur le chanfrein d'Ourazi n'appartient qu'à Rachel. Je sais alors qu'il ne l'a jamais oublié. Au revoir, monsieur Ourazi. Au revoir. Après ces retrouvailles, alors qu'elle était sur le chemin du retour, Rachel nous a téléphoné. « Je suis très heureuse, tout en haut des nuages », nous a-t-elle dit. Avec Olivier et Ourazi, on a regardé le ciel. Il était lavé, sans le moindre nuage, d'un bleu d'azur.